On m'avait manqué. Sabine et Laetitia sortent de l'enfer, d'une geôle aménagée par Marc Dutroux, dans le sous-sol de son domicile où elles ont été séquestrées et violées. Souvenez-vous, août 1996, 2 jeunes filles séquestrées, Sabine et Laetitia, sont libérées sur les indications de Marc Dutroux. Arrêté, ce criminel avoue le meurtre de 2 autres fillettes, Julie et Mélissa, kidnappées le 24 juin 1995. Leurs corps sont déterrés en septembre dans une propriété de Marc Dutroux. Des perquisitions s'ensuivent. 400 cassettes vidéo sont saisies. Elles ne seront pas exploitées au cours de l'enquête. En septembre, on déterre les ossements d'Anne et Effier, 2 autres victimes. L'émotion fait place à l'horreur lorsqu'il apparaît au cours de l'instruction confiée au juge Conrot que la gendarmerie disposait depuis longtemps de très nombreux éléments pour arrêter Marc Dutroux. Un certain Michel Nioul est associé aux agissements de Dutroux. Qui est Michel Nioul? Un personnage de la haute société qui n'a jamais caché qu'il organisait des parties fines réservées aux Gotha belges. Pourquoi Marc Dutroux, petit trafiquant, minable voleur de voitures, est-il en relation avec Nioul? Dutroux est-il un pervers qui chasse des fillettes pour lui-même, ou est-il le pourvoyeur de partous de la bonne société? L'hypothèse d'un réseau est au cœur de l'enquête. Après tout, peut-être y a-t-il d'autres victimes vivantes, des témoins? Et que fait le juge d'instruction, le juge Conrot? Il va avoir une idée qui n'a pas souvent cours. Il va lancer un appel à témoins à toute la Belgique. Il va donner un numéro vert. Il va assurer aux gens qui ont des informations l'anonymat. Bien sûr, il faudra qu'elles donnent leur identité à la justice, mais elle ne sera pas divulguée, leur identité. Et il va recevoir des tas de coups de fil. Et là, la Belgique commence à trembler. Je ne parle pas du peuple qui trouve que c'est une bonne initiative que de se poser cette question, vu le nombre de victimes, mais je parle des autorités, parce que tout d'un coup, des témoins commencent à faire des récits incroyables. Une cellule hautement qualifiée de la gendarmerie auditionne ces témoins, baptisés X1, X2, X3. C'est le témoignage d'un de ces témoins, Régina Louf, alias X1, qui va précipiter l'affaire. Cette jeune femme, rescapée d'un réseau de prostitution, acceptera finalement de témoigner à visage découvert devant la caméra de Pascal Justice. J'ai été filmée. Les photos et les films étaient commandés par des gens qui décidaient eux-mêmes du scénario, du genre d'enfants, des mauvais traitements et des tortures qu'ils voulaient voir. Mais il y avait également des photos et des films commerciaux qui devaient simplement être distribués dans un réseau de pédophiles beaucoup plus conventionnel. Au début, il y avait des enfants amenés par leur famille, qui étaient préparés à être abusés. Ensuite, on est passé à des enfants kidnappés dans la rue. Ils étaient terrorisés et les abuseurs aimaient ça. Prendre des enfants dans la rue représentait un risque énorme, mais ça rendait le jeu encore plus excitant. Et on va avoir des convictions, c'est que non seulement on la rencontre elle, mais on en rencontre d'autres, c'est qu'il y a des lieux qui se croisent, c'est qu'il y a des témoignages qui se croisent, alors que ces jeunes femmes ne se connaissent pas. Elles ont vécu des choses avec des personnages identiques, parfois dans des lieux identiques, et surtout des événements incroyables auxquels l'imagination laisse pantois quand on pense à des chasses d'enfants qu'on laissait courir dehors nus, qu'on essayait d'attraper, enfin des trucs, des horreurs. Et tout ça aurait été fait dans une société bourgeoise, pour ne pas dire plus. Donc voilà, l'enquête là-dessus a été que Régina Louf,
un titre dans la presse a bien résumé l'état d'esprit des enquêteurs, égale louf, c'est-à-dire cinglé. Les témoins X font peur. Régine Alouf est diffamée, discréditée. L'équipe de gendarmes concernée est mise au placard. L'opinion publique se hérisse. Il y a deux communautés en Belgique. Et cette union, elle est fragile. Et il faut savoir que la famille royale représentait le lien entre ces deux communautés. Et que si certaines personnes avaient évoqué dans certains témoignages quelques implications plus ou moins proches de la famille royale, alors là, cette Belgique, elle aurait peut-être pu... J'imagine que le pouvoir a pu se l'imaginer, mettre à mal l'unité. Il a été question de l'unité de la Belgique dans la période de l'affaire Dutroux. Donc je crois qu'il y a eu une volonté de ne pas chercher au-delà de Dutroux, s'il existait ou non des réseaux, pour des questions de stabilité de l'État. Alors il faut coûte que coûte stopper le juge Conrot. Le premier prétexte fera l'affaire. Justement, le juge est photographié lors d'un dîner de soutien aux victimes de Dutroux. Le juge Conrot est dessaisi au motif qu'il ne serait pas impartial. Bonjour, la Cour de cassation vient de trancher. Elle ordonne le dessaisissement du juge Conrot. Mais c'est important. Le peuple belge en colère descend dans la rue pour protester contre l'éviction du juge Conrot, qu'il considère comme le héros qui a libéré Sabine et Laetitia, le seul qui ose s'attaquer aux puissants. Le 30 octobre 1996, 350 000 personnes, selon la police, défilent silencieusement dans les rues de Bruxelles. Du jamais vu. Une marche blanche canalisant une colère dans la dignité. Puis, les mois passent. L'affaire Dutroux va être réécrite par un nouveau juge d'instruction, le juge Langlois. Dutroux devient un prédateur solitaire. Les réseaux n'existent pas. Encore faut-il convaincre l'opinion publique. Alors que la presse s'était engouffrée dans l'idée que peut-être derrière il y avait des réseaux, tout d'un coup, la majorité de la presse va se retourner pour dire que non, Dutroux, c'est un pervers solitaire. Il va y avoir deux clans dans ce pays, ceux qui vont croire aux réseaux, qu'on va appeler les comploteurs, et puis ceux qui n'y croient pas. Et on les appelle les croyants et les non-croyants.